Le groupe Legendre, rapidement pour situer le contexte, parce que ça va expliquer un peu le plancher bois-béton. C'est une entreprise de gros œuvres en France, basée à Rennes, qui construit essentiellement plutôt des bâtiments de bureaux, logements. Et donc, au sein du groupe Legendre, on est Ingénova, une plateforme du coup recherche et innovation. L'ambition, c'est vraiment de développer des solutions qu'on puisse appliquer sur chantier. Donc on a toute une part de veille technique pour définir des problématiques. Derrière, après, on a toute une validation scientifique pour effectivement justifier notre innovation. Une validation chantier, puisque l'ambition, c'est vraiment que les technos qu'on va développer soient adaptés pour les compagnons du groupe Legendre. Et une validation plutôt assurantielle, donc un contexte normatif français complexe avec le CSTB, et donc des justifications à apporter pour mettre en place nos innovations. Donc, en France, on a une nouvelle réglementation qui impose le calcul du carbone des bâtiments, ce qu'on appelle la réglementation environnementale RE 2020, qui s'applique depuis 2025, qui pousse du coup les constructeurs à intégrer de nouveaux matériaux biosourcés dans nos constructions. Et on va avoir de plus en plus ce qu'on appelle de bâtiments mixtes. Et ce qui fait que l'ambition pour Ingénova, donc cellule R&D, c'est vraiment de développer des solutions du coup qui vont intégrer des matériaux biosourcés pour la construction gros œuvres. Donc l'ambition, c'est vraiment que des compagnons qui initialement coulaient énormément de béton armé puissent s'adapter à poser du bois, poser dans une autre mesure des éléments en terre. Et donc l'ambition, c'est de pouvoir proposer des solutions qui donc répondent aux enjeux environnementaux, proposent des solutions avec des faibles coûts de construction et qui soient adaptés aux compagnons gros œuvres pour qu'on puisse utiliser toute la main-d'œuvre qu'on a au sein de notre entreprise. Donc, dans ces développements-là, à Ingénova, on a travaillé des solutions de plancher bas carbone, donc des solutions de plancher bois-béton que je vais vous présenter aujourd'hui. Des solutions, pareil, pour intégrer des façades bois dans le cycle du gros œuvre. Et on travaille aussi l'intégration de solutions géosourcées. Aujourd'hui, ma présentation, du coup, va vraiment parler de tout le développement du plancher bois-béton Bobet qu'on développe depuis 2020 et qu'on a pu mettre en application déjà depuis 2023 sur plusieurs opérations. Donc, tout d'abord, je vais revenir un peu pourquoi on s'est concentré sur des planchers bois-béton et pas forcément que sur des planchers bois. Puisque pour nous, d'une étude qu'on avait faite, elle était la bonne réponse à un équilibre entre un équilibre carbone, un équilibre financier et une solution de mise en œuvre simplifiée pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. Les planchers bois-béton, c'est une technique qu'on pourrait un peu considérer courante puisqu'il y en a beaucoup développé sur le marché. Et donc l'ambition, en se disant quand on trouvait que les planchers bois-béton étaient une bonne réponse pour nos constructions béton armé, c'était de se dire est-ce que les technos qu'il y a déjà courantes sur le marché peuvent être adaptés à nos solutions. Donc on a effectivement fait une énorme veille métallique, je lis métallique sur mon, excusez-moi, une veille des technos qu'il y avait sur le marché. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait un vrai enjeu sur la connexion, de connecter le plancher bois à la dalle de béton armé. La plupart des solutions vont proposer des connecteurs métalliques qu'on va venir poser un à un, qui ont un impact financier non négligeable sur le coût du plancher, de l'ordre de 20 à 30% du coût du plancher. Et surtout une problématique effectivement de mise en œuvre, puisque c'est des solutions plutôt, je dirais, à la façon sur chantier, donc pas beaucoup d'intégration en usine. En complément de ce sujet vraiment sur les connecteurs, on a deux types de planchers qu'on pouvait observer, des planchers plutôt 100% préfabriqués, où même la dalle de béton va être coulée en usine. Et donc là, finalement, on va ramener des dalles préfa qui ont des coûts de construction beaucoup plus importants, puisque c'est des éléments lourds qui vont nécessiter des jonctions très complexes en phase de chantier, qui vont aussi engager pas mal de problématiques de fuite acoustique lorsqu'on va vouloir s'intéresser à des projets de logement. Ou à l'inverse, on va avoir plutôt des projets où effectivement, là, on va mettre chaque connecteur un à un, on va poser poutrelle par poutrelle. Et donc, effectivement, on trouvait que les deux réponses n'étaient pas forcément des réponses optimales. Et finalement, de notre étude, on regardait aussi que des projets qu'on pouvait voir de plancher bois-béton, on avait des hauteurs de complexe assez élevées. Donc là, c'est des cotes en millimètres, mais de l'ordre de 45 cm. Par rapport à un plancher béton, on a l'habitude de répondre en 20 cm qui va faire du bureau logement courant. Donc effectivement, on s'est dit qu'il y avait peut-être un travail pour vraiment réduire la hauteur du complexe.
Et dernier sujet, c'est qu'effectivement en France, les planchers bois-béton étaient plutôt portés par des charpentiers bois, donc avec toutes des habitudes de pose des charpentiers bois. Et comme je vous le disais, du coup, nous, nos développements sont plutôt dans une optique gros œuvre. Donc l'idée, c'était de retravailler une solution pour qu'elle soit adaptée aux compagnons gros œuvre. Et puis supprimer finalement les problèmes de coactivité d'un charpentier qui va venir avec un gros œuvre, donc de partage de grue. Donc, quand on a fini cette veille, finalement, on s'est dit que l'ambition de développer un plancher bois-béton, c'était notre ambition, c'était de s'affranchir du coup d'une connexion sans métal, d'aller chercher un plancher qui puisse se retrouver plutôt proche d'une épaisseur type béton armé, donc de l'ordre plutôt de 20 cm et pas aussi épais que les complexes qu'on peut voir de l'ordre de 45 cm. De trouver une solution qui soit rapide à mettre en œuvre, qui puisse être vraiment adaptée à des compagnons gros œuvres, et proposer une solution où on puisse proposer le bois apparent, donc une sous-face visible bois, puisque la plupart des projets qu'on allait visiter, on avait forcément une chape et du faux plafond en sous-face. Donc de là, on a développé le plancher bois-béton bobé. Le plancher bois-béton bobé, c'est finalement une interface entre un caisson de plancher bois et un plancher poutre alourdi, comme on dit en France, mais qui ne s'appelle pas exactement comme ça chez vous. Donc, c'est une association un peu des deux systèmes. Donc, pour vous montrer ça, notre plancher est composé du coup de poutres en bois en T. Donc, c'est là où on retrouve un peu le principe de poutre alourdie. Finalement, on est venu faire cette forme de poutre en T pour intégrer finalement la poutre dans la dalle béton. On a des poutres réparties un nombre espacé, qui sont finalement complétées entre chaque par un ourdi, qui est du coup une sous-face en bois complétée par un isolant en laine de roche. L'isolant, c'est finalement pour réduire la quantité de béton qu'on va mettre en œuvre et mettre finalement le juste nécessaire de béton. Et ensuite, on préassemble ces éléments et on vient donc couler la dalle de béton armé. Quelques visuels en sous-face. En sous-face, on peut proposer, l'idée étant de proposer un produit plutôt qualitatif à des clients, donc avec, je dirais, une base en OSB, vous voyez, des visuels, et des sous-faces plutôt en bois qui vont aller rechercher des visuels du CLT. Donc, dans nos premiers calculs, quand on s'est dit, bon, bah voilà, on pense avoir une forme optimale de plancher bois-béton, on a étudié la littérature et on a trouvé finalement pour un plancher de type bureau-logement, de charge courante, on avait un plancher d'épaisseur 28, donc un complexe de 20 avec 23 avec 5 cm de retombée béton armé. Et donc ça, c'est un peu notre plancher qui répondait à l'équivalent de la dalle de béton armé de 20 cm. On a deux géométries, puisque du coup, l'idée, c'est de s'intéresser au logement. Donc, le logement, on lui demande une stabilité au feu de 1 heure, logement bureau. Et donc, on a une stabilité, on a l'innovation de notre plancher, c'est d'avoir finalement, comme je vous disais, noyé la poutre de bois dans la dalle de béton et recréer une poutre béton armée autour de cette poutre en bois, puisque du coup, ce qu'on s'est imaginé, je vous montrerai après par les essais, mais c'est qu'en phase d'incendie, on va perdre le talon bois, mais finalement, l'âme sera protégée et on recréera une petite poutre béton armée qui sera capable de reprendre les charges finalement qu'auront perdu le bois. Donc ça, c'est une solution qu'on appelle BOBT qui va répondre au projet où on a de la stabilité au feu demandé. Et on a une solution, du coup, alternative sans stabilité au feu, où finalement, là, on n'a pas besoin de venir protéger notre poutre en bois. Donc, lorsqu'on s'est lancé dans notre déploiement, enfin, dans notre réflexion sur cette technologie, on a vraiment validé, réfléchi à toutes les étapes qu'on devait faire avant de mettre en œuvre sur le chantier, sur un projet. Et donc finalement, on a énormément de leviers quand on s'attaque à un plancher. Donc la partie structure, l'idée c'était de résister aux charges à court et long terme. La partie incendie, valider que notre plancher pouvait résister à 1 heure, surtout avec l'hypothèse que je vous ai présentée. La partie acoustique, puisque l'ambition c'est de s'intéresser à du logement et donc être sûr que notre plancher puisse répondre aux normes acoustiques en logement. L'ambition c'était de trouver aussi une solution qui soit facilement fabricable et duplicable. Et un vrai levier aussi sur la partie derrière chantier pour être sûr que notre solution soit adaptée aux grosses œuvres. Puis derrière, il faut effectivement qu'on aille calculer le coût carbone de notre solution pour voir si elle était vraiment intéressante par rapport à une dalle béton armée. Et comme je vous le disais, en France, on a le sujet de la certification avec les ATEX auprès du CSTB, donc cette dernière partie qui finalement est un medley de toutes les vérifications qu'on aura fait avant. Donc je vais vous redétailler chaque étape pour vous montrer finalement depuis 2020 tous les essais qu'on a dû faire, toutes les étapes nécessaires pour finalement mettre en œuvre notre plancher. Donc le premier frein, c'est vraiment finalement la partie structure de notre plancher, est-ce qu'il va être capable de résister aux charges qu'on avait imaginées.
Et donc, on a différents sujets. Donc, on s'est d'abord intéressé à la connexion. Je vous ai dit qu'on voulait s'affranchir de connecteurs métalliques, mais je ne vous ai pas montré finalement notre solution. Après, on a regardé finalement le comportement de la poutre bois-béton en flexion, du coup, à court terme. On a voulu aussi étudier le comportement de la poutre à long terme et travailler aussi le détail d'appui pour vraiment aller chercher une solution qui était optimale. Donc, je vais tout d'abord vous présenter la partie connexion bois-béton. Donc, comme je vous le disais, l'idée c'était de s'affranchir de ces connecteurs métalliques qui avaient, selon notre regard, un coût important sur les planchers. Et donc on est venu finalement, comme on a cette poutre qui est noyée dans notre dalle de béton armé, on est venu recréer une encoche du coup dans la poutre en bois pour que le bois crée une forme de blocage, le béton crée une forme de blocage dans l'encoche en bois. On a regardé un peu la littérature énormément scientifique, puisqu'il y a beaucoup déjà d'études sur toutes ces encoches. Et finalement, un des freins qu'on voyait aux résistances de ces encoches, c'est que souvent, il y a un plan de cisaillement, donc c'est le béton qui va se casser au droit de la poutre en bois. Et donc, c'est pour ça que nous, finalement, on est légèrement venu intégrer la poutre dans la dalle béton, en plus d'avoir ses propriétés pour le feu que je vous ai présenté avant. Mais l'ambition, c'est d'avoir du coup un mode de ruine qui soit différent et qui puisse avoir une encoche du coup sur-résistante par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. L'idée étant que si on mettait moins d'encoches, ça va nous coûter encore moins cher. Et cette encoche, c'est quelque chose qu'on fait à la fabrication de nos poutres hantées, donc c'était vraiment pour pouvoir réduire du coup le coût de l'encoche. Et donc on a deux versions comme avec nos deux projets, mais dans tous les cas, à chaque fois, on a du béton qui soit autour de cette encoche. Donc voilà. Donc une fois qu'on avait pré-designé notre encoche, on est venu faire des essais push-out. Donc les essais push-out étaient là pour déterminer la résistance de l'encoche, sa résistance au glissement, au soulèvement, et définir si finalement, par rapport à nos pré-tests, on avait bien validé cette sur-résistance de ce qu'on estimait. Donc on a des petits spécimens où finalement on vient tester du coup une poutre bois et on représente ces dalles de béton. L'idée, c'est vraiment de qualifier finalement la résistance de l'encoche. Donc on voit là un spécimen en 3D où on voit finalement, on teste 4 encoches, on appuie sur le bois et on vient bloquer le béton en bas et l'effort transite par du coup l'encoche. On a fait une première campagne de prototypage. L'idée est de se dire, est-ce qu'on teste une géométrie rectangulaire, une géométrie avec du trapézoïdal pour du coup résister plus facilement au soulèvement. Et on s'était dit aussi, est-ce qu'on met une armature, puisque celle-là va peut-être plus résister au soulèvement ou augmenter notre résistance en plan de cisaillement. Donc on a fait plusieurs essais comparatifs. Ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près la même résistance. Donc finalement, entre les trois, on n'avait pas forcément de différence de résistance. Entre la courbe bleue et la courbe verte, on n'a pas non plus d'impact sur les armatures. Mais par contre, on a pu voir que l'encoche rectangulaire avait vraiment très peu d'utilité. Ça se confirme aussi par les modes de ruine derrière, puisque là, on voit bien qu'on a très peu d'utilité, donc juste 3 mm de déplacement. Donc, on a coupé nos spécimens après coup, on voit du coup le déplacement entre le bois et le béton. Et par contre, ce qui est assez intéressant ici, donc ça, c'est des encoches trapézoïdales, où là, on a vraiment beaucoup plus de ductilité, quasi 2 cm. Et on n'a pas la ruine du béton comme on pouvait l'estimer. Enfin, du coup, on a vraiment la ruine du bois. Donc, c'était vraiment l'ambition, ça, d'avoir un plan de résistance plus élevé du béton et donc une ruine du bois. Donc, on a pu atteindre ces résistances élevées. Donc, de cette première étape, on a défini de choisir finalement la géométrie trapézoïdale, puisque du coup la résistance et la ductilité étaient identiques entre la trapèze armature et sans armature. Et finalement, autant simplifier la mise en œuvre sur chantier pour ne pas avoir d'armature. C'est le risque de ne pas non plus avoir ces armatures sur chantier. Une fois qu'on avait finalement défini notre résistance, notre connecteur, on est venu réaliser 4 essais identiques pour avoir du coup une résistance qu'on pourra utiliser selon l'Eurocode 0. Donc là, on voit bien que nos essais donnent la même résistance et qu'on a une bonne ductilité sur chaque. La différence, c'est finalement la résistance du béton joue vraiment en fait sur la ductilité. Donc on peut avoir des plages plus ou moins élevées de ductilité, mais largement suffisantes. De ça, avec ces essais, on a pu déterminer du coup les propriétés de notre connexion, ce qui va être utile pour nos calculs de flèches en flexion de notre poutre. Donc la résistance et la souplesse de la connexion. Et on a pu aussi comparer un peu avec tous les connecteurs métalliques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on gagne énormément en rigidité. En résistance, on a des résistances identiques, mais par contre, on gagne en rigidité. Donc ce qui est intéressant derrière pour avoir moins de flèches dans le plancher bois-béton. La connexion doit aussi être validée en traction et pas que uniquement en cisaillement. Donc on réalise des essais, ce qu'on appelle pull-out.
où là, on vient finalement tester la résistance de la connexion. On a fait plein de petits spécimens, beaucoup plus petits, sur la géométrie qu'on avait validée. Et de la même manière, là, avec l'application de l'Eurocode 0, on détermine la résistance de notre élément. Ce qui est assez intéressant et ce qu'on ne s'imaginait pas, c'est que finalement notre résistance est limitée par cette résistance à l'attraction et non pas par le cisaillement. Donc ça, c'est des études qu'on mène un peu plus pour essayer d'optimiser cela. Donc de cette première partie, finalement, on a développé une solution de connexion pour s'affranchir de connecteurs métalliques. On a qualifié du coup toute la résistance grâce aux essais qu'on a pu mener. Et en complément, je ne vous ai pas montré, mais on a approché ces résultats par des modèles numériques, l'idée étant qu'on puisse maintenant réaliser des études paramétriques pour aller optimiser notre connexion, peut-être changer sa géométrie pour aller encore en mettre moins sur le long de notre poutre. Donc avec ces premiers essais, on a pu réaliser finalement, donc on est confiant sur notre connexion bois-béton, et donc là on va pouvoir déterminer le comportement de la poutre en flexion, donc à court terme. Donc l'ambition, c'était plusieurs ambitions, c'était vérifier le comportement de la connexion, puisque là on n'a fait que des petits essais, mais sur une grande poutre. Vérifier aussi le fonctionnement des armatures. Comme je vous l'avais dit, l'idée c'était que pour la résistance au feu, les armatures aient un fonctionnement et prennent de la résistance, mais du coup avant de les essayer à chaud, sur des spécimens qui sont beaucoup plus importants, l'idée c'était de vérifier à froid si ces armatures étaient capables de reprendre des efforts, et valider la méthode de calcul des planchers bois-béton qu'on appelle méthode gamma. Donc pour ça, on a réalisé des essais avec un spécimen de 2 poutres plancher bois-béton. La spécificité de notre spécimen, c'est qu'on l'a mis à l'envers pour bien qualifier finalement la rigidité initiale et la flèche de notre spécimen. Donc on est venu tirer sur le spécimen. Donc ça, c'est assez atypique. On ne l'a pas forcément vu beaucoup dans des articles en recherche, mais c'est pour bien qualifier, puisque les planchers bois-béton sont souvent dimensionnés à les flèches. Et donc c'était pour être sûr d'avoir vraiment la bonne rigidité initiale. Pendant les essais, on a observé du coup les fissures progressives sur nos retombées béton armé. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'on pouvait sentir que finalement les armatures avaient un bon fonctionnement, puisque le béton était tendu. Et on a eu les ruines des spécimens sur la partie centrale, donc c'est vraiment le bois qui a lâché en traction. On avait fait 3 essais identiques. On a eu la même ruine, donc, puisque finalement le bois venait du même lot, avec de la ruine par traction du bois, et une surrésistance par rapport à l'ELU, où on a vraiment quasi 2 voire 3. Pour vérifier que les connecteurs fonctionnaient bien, on a comparé finalement les glissements qu'on pouvait observer des connecteurs par rapport à ce qu'on observait dans les essais push-out. Et là, on retrouve les mêmes ordres de grandeur, donc ça veut dire qu'on ne sursollicite pas les connecteurs. Pour les armatures, et vérifier qu'elles fonctionnaient bien, et donc pour s'assurer de notre bon comportement au feu après, on met des jauges du coup sur les armatures, et là, de la même manière, on a vu qu'elles étaient bien sollicitées. Donc on pouvait prédire ce bon comportement mixte. Et le dernier enjeu sur ces essais, c'était finalement de valider cette méthode gamma, qui est la méthode de calcul analytique des planchers bois-béton. Donc on calcule un taux de connexion et une rigidité expérimentale qu'on a comparé donc à la rigidité analytique. Et donc on a une précision de l'ordre de 3 à 5%, avec effectivement une différence sur un essai, mais finalement qui met dans tous les cas qui met la sécurité, puisque du coup la méthode gamma est sécuritaire par rapport à nos résultats expérimentaux. Donc de cette seconde partie dans nos essais, on a donc validé finalement que nos spécimens avec le feu, en tout cas, potentiellement avaient un bon fonctionnement. On a pu confirmer aussi la hauteur du complexe qu'on avait préestimé par des calculs, donc de 28 cm. Et on a vérifié, donc on a validé cet autre plancher pour lui, du coup, sans stabilité au feu, où là, on ne va pas prendre en compte les armatures, puisque du coup, on n'a pas de retombée béton armé. Troisième enjeu derrière, c'était plutôt vérifier le comportement à long terme de notre plancher bois-béton. En effet, on a plusieurs phénomènes qui vont apparaître à long terme, donc la partie fluage, avec effectivement comment va fonctionner un plancher bois-béton entre le fluage du béton, le fluage du bois et le fluage de la connexion. On a observé différentes réflexions par rapport à ça. Les normes n'ont pas la même finalement vision de ce fluage. L'Eurocode 2, on avait des prédictions sur des futurs Eurocodes plancher bois-béton, et le guidrage, qui sont les guides français sur les planchers bois-béton, tous les 3 donnaient des différences entre les normes, qui étaient quand même assez importants.
Et donc on a décidé finalement d'investiguer ça par des essais pour se dire effectivement il y a un vrai enjeu comme je vous le disais puisque les planchers bois-béton sont vraiment dans notre scope du bureau logement dimensionné par la flèche. Donc si on veut vraiment optimiser, effectivement le fluage à long terme est un enjeu. En complément du fluage, on va avoir aussi des problématiques liées au retrait. Et effectivement, le retrait du béton va être empêché par la connexion et va donc générer des efforts sur les connecteurs, mais aussi une flèche complémentaire qui est de l'ordre de 30%. Donc c'est très très intéressant d'arriver à la qualifier expérimentalement pour s'assurer que finalement est-ce qu'on doit la prendre en compte et quelle est sa valeur. Donc avec tout cet état, on s'est dit ça va être intéressant d'étudier expérimentalement le comportement à long terme de ce plancher. Et donc on a réalisé différents spécimens, des spécimens complètement bois-béton, des spécimens bois pour isoler finalement les phénomènes et des spécimens bois-acier pour isoler les phénomènes différents. Et donc ces spécimens, donc poutres qui sont des poutres, on est venu les laisser pendant 3 ans chargés avec différents types de chargements pour voir effectivement le comportement différé. Je ne rentre pas du tout trop dans le détail. Ce qu'on a observé, c'est que par rapport à l'ATS, qui est la future norme bois-béton, on avait un gain d'environ 20%. On a fait toute une thèse là-dessus, donc si vous voulez plus d'informations. Mais c'est assez intéressant de voir que la Bentex surestime cette flèche. Et donc finalement, nous, c'est un vrai atout d'avoir fait ces essais-là, puisque du coup, on va pouvoir vraiment profiter de ces résultats-là. Dernier point qui est très intéressant et qui a un impact sur les planchers bois-béton, c'est la partie appui. Puisqu'en fait, lorsqu'on va mettre sur des projets nos planchers bois-béton, on va se poser sur des cornières métalliques, sur des muralières, qui vont avoir un coût complémentaire au plancher. Et l'idée, c'était de se dire comment on peut environner mieux le comportement de l'appui. Donc tout d'abord, on a réfléchi plutôt à nos conceptions de type d'appui, en se disant en fonction des supports. Donc par exemple, dans des bâtiments mixtes bois-métal, on va venir poser notre plancher sur des profilés métalliques, sur des poutres bois ou sur des meubles. Et c'est là où ça devient plus intéressant, c'est quand on va se poser dans un environnement plutôt béton armé, on va venir accrocher notre plancher, par exemple à un voile béton armé, par une boîte d'attente, mais il va être aussi positionné pour le plancher, le poids propre, sur une cornière, qui peut faire vite un poids important, qui a un coût non négligeable. Et lorsqu'on regarde finalement les codes théoriques, on va se dire l'hypothèse, c'est que l'intégralité du plancher de l'effort est portée par le bois. Donc finalement, c'est cette cornière qui va être surdimensionnée par l'intégralité de ce bois, alors que derrière, on a quand même une dalle de béton de 8 cm qui est accrochée à ce voile béton armé. Et l'idée, c'était de se dire dans notre réflexion comment on pourrait déjà savoir qualifier l'effort réel qui va passer par cette connexion, et est-ce qu'après, dans une autre mesure, pousser l'effort à aller plutôt passer par cette dalle béton armé pour vraiment réduire finalement cette cornière. Parce que cette cornière, déjà à froid, elle a un volume important, mais derrière, il faut, lorsqu'à chaud, il va falloir la floquer, une peinture intumescente, donc encore plus de coûts. Donc pour ça, on est venu faire déjà un premier essai pour se rendre compte de ce qui se passait vraiment. Donc là, c'est un essai avec un voile béton armé et une petite section de plancher bois-béton. On a réitéré la même chose que pour le plancher en flexion. On est venu le mettre à l'envers et on a tiré sur le spécimen. Et donc, finalement, on a largement atteint une ruine largement plus estimée par rapport à notre VELU. Et surtout, on a eu la ruine de la boîte d'attente. On a pu passer beaucoup plus d'efforts finalement dans ce béton. Et donc, c'est très intéressant de dire comment on va arriver à qualifier. Donc, pour l'instant, on n'a fait que cet essai-là. Donc, ces d'autres essais sont en cours pour vraiment appréhender. L'ambition étant de se dire, est-ce qu'on va pouvoir passer actuellement une cornière qui fait 12 cm, peut-être à que 5 cm, et vraiment maximiser l'effort qui passe dans la dalle de béton. Donc, je vous ai un peu présenté finalement tous les verrous scientifiques qu'on a étudiés dans le développement de notre techno. Donc, les premiers essais ont eu lieu en 2020, les derniers en 2025. Ça prend du temps. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a travaillé vraiment cette partie-là qui était la plus nécessaire, donc la partie connexion et flexion dès le début pour se dire on valide les verrous, on valide les points clés pour pouvoir mettre en application, et tout ce qui sera le comportement de l'appui, le comportement à long terme, c'est du bonus pour la suite. Donc ça ne nous empêche pas de déployer notre techno et de la mettre en place sur des chantiers. Une fois que finalement on avait vraiment validé cette partie à froid, on est allé s'intéresser à la partie à chaud de la solution et comment va se comporter ce plancher bois-béton.
Donc, comme je vous l'ai déjà dit, finalement, on ciblait une cible bureau-logement, donc c'est un REI 60. En France, on nécessite un avis de laboratoire feu pour mettre notre techno. Donc, c'est du coup un essai feu sur une prédale qui va faire 3 mètres par 6 mètres 50. Donc, en amont d'aller faire ce gros essai, on a plutôt travaillé avec des petites maquettes, des essais petite échelle, puisque l'idée était de définir la configuration la plus défavorable. Donc, quel type de sous-face on va mettre, quel type d'isolant on va mettre. Confirmer finalement le profil de température et puis s'assurer que notre précalcul avec ces armatures allait potentiellement fonctionner avant de faire l'essai et de se rendre compte que potentiellement ça ne pouvait pas marcher. Donc on est venu faire plein de petites maquettes qu'on a mis au four, là non chargées. On a testé différents types d'isolants, différents types de sous-faces. On a bien confirmé que finalement on n'avait que la perte. Donc là on voit pas, mais c'est une coupe du spécimen où après 1 heure on n'a vraiment plus le talon. Et on a bien confirmé après, grâce à des profils de température, que les armatures restaient bien à froid, étant donc bien protégées par l'isolant et le béton armé. Ce qui nous a permis de faire un modèle numérique en amont de l'essai pour confirmer la résistance du plancher. Et ce modèle permet de montrer que déjà, si on ne met pas d'armature, finalement, on n'arrive pas du tout à atteindre les 60 qui étaient notre cible, mais qu'on hésitait entre la taille des armatures et en fait, si on en met le moins, c'est le mieux. Et du coup, là, par exemple, que le HA10 était largement suffisant pour 60 minutes. Donc, une fois qu'on avait fait ça, on a pu aller faire notre essai à grande échelle. Donc, sur un spécimen, donc, comme je vous disais, assez important, 3,50 m par 6,50 m de large, qu'on charge, du coup, charge représentative de l'incendie. On a même atteint au-delà de ce qu'on espérait, puisqu'on a atteint 90 minutes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, après, on a pu comparer le modèle numérique avec l'essai. Donc, le modèle numérique, il représente bien les essais. Il est même un peu plus... il est moins sécuritaire que l'essai. Donc, finalement, on va pouvoir l'exploiter derrière si on veut après changer quelques petites configurations. Un des gros enjeux, c'est aussi de déterminer le comportement de ce plancher bois-béton après l'essai, puisque du coup, en France, on a de gros enjeux, puisqu'on a une doctrine des pompiers de Paris pour ne pas laisser le bois apparent. Et donc, ici, avec le labo feu, on a directement sorti le spécimen et on est venu en fait l'éteindre directement pour voir finalement ce qui se passe, quelle est la résistance réelle, résiduelle de notre plancher. On voit bien donc ici qu'après 1 heure, on a quand même du feu couvant, puisque le bois reste bien incandescent. Mais par contre, ce qui est très intéressant, et c'était un de nos enjeux, c'était de se dire, est-ce que, vu qu'on va perdre la plaque de bois, est-ce que l'isolant va rester accroché à notre plancher? Et il reste bien accroché, et il joue bien le rôle du coup de protecteur du béton et des armatures. Donc sur la partie incendie, on a du coup validé une appréciation de laboratoire grâce à notre essai pour valider un REI 90 de notre plancher. On a aussi, grâce au modèle numérique, calibré la résistance de notre plancher. Et ce qui est intéressant, c'est que si à terme on va vouloir changer de sous-face, de type d'isolant, on pourra utiliser ce modèle numérique. Et grâce à ce qu'on a fait, donc sortir le spécimen, on a pu déterminer la capacité résistance de notre spécimen après 90 minutes. Une fois qu'on a finalement validé la structure, l'acoustique, un des gros enjeux reste la structure et l'incendie, il nous reste l'acoustique de notre plancher. Donc comme je vous le disais, la cible de notre plancher, c'est du bureau et du logement. Les exigences qui sont atteintes sont le bruit de choc, le bruit aérien et les critères vibratoires. L'ambition, c'était donc pour le logement de déterminer un panel de solutions, puisque le logement, on va avoir potentiellement plus de solutions types, et trouver une solution qui répondait aussi au bureau. De la même manière, l'idée, c'était pas d'aller forcément faire tout de suite des essais acoustiques sur des grandes prédales. Donc, on a utilisé un projet in situ chez nous, un petit bâtiment de 40 mètres carrés qu'on a construit avec le plancher, où on a pu faire finalement des petits essais. On a reproduit une petite chape. Et ces essais, on les a comparés avec des modèles numériques acoustiques qui nous ont permis un peu de prendre la tendance de se dire le plancher va avoir plutôt une bonne réponse acoustique, donc on peut lancer l'essai. On a fait donc une grande prédale où là on est venu tester avec chape, sans chape, avec faux plafond, et on obtient du coup un tableau qui nous donne tous nos résultats d'essai. On a du coup une réponse pour les projets de bureau. Les projets de bureau valident du coup facilement, finalement, comme on a 9 cm de béton moyen, on valide le bruit aérien et le bruit d'impact. Et par contre, pour tout ce qui va être le temps de réverbération, c'est des critères qu'on a besoin dans certains types de bureaux, on peut finalement mettre de la moquette ou travailler une sous-face différente qui absorbe donc en fibralite. Et donc ça, c'est des choses qu'on a
retravailler du coup après les essais-feux, donc qu'il va falloir qu'on rejustifie en essais-feux, donc grâce au modèle numérique. Pour le logement, là, donc les critères sont beaucoup plus compliqués. Donc, on a une solution avec du faux plafond qui valide les bruits aériens et bruits d'impact. Et la version CHAP, effectivement, actuellement, on n'arrive pas à valider. On a des bons résultats in situ, mais lorsqu'on passe au laboratoire, les résultats ne sont pas en accord. Donc là, pour le coup, on essaie de travailler avec le laboratoire, savoir s'il y a une problématique dans notre corps d'épreuves ou est-ce qu'il faut qu'on trouve un autre, nouveau système de CHAP. Donc on a quand même en conclusion un premier avis de laboratoire de notre domaine d'emploi et on complète du coup nos essais par des analyses in situ sur chantier où on vient recréer des différents types de CHAP pour trouver une solution qui soit en accord pour la CHAP. Donc avec tous ces éléments-là, on a pu finalement mettre en application notre projet et l'ambition c'était vraiment, comme je vous le disais, de développer une solution industrielle qui soit mise en applicable et utilisable par des compagnons gros œuvres. Donc on a réfléchi la solution comme une prédalle préfabriquée, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on s'était inspiré des prédales bois et poutres lourdies, où on vient préassembler les éléments, et après on vient couler le béton du coup sur site, où on vient ferrailler. Je vous présente quelques photos du coup de nos prédales. Donc les prédales préassemblent finalement les poutrelles, la sous-face, l'isolant et des poutres de rive qui viennent fermer l'ensemble. On vient protéger nos prédales pour la phase provisoire puisque potentiellement on va les stocker dehors et avant de la mettre en œuvre sur chantier et surtout pour éviter que l'isolant prenne l'eau en phase de chantier. Et donc l'ambition sur ce travail-là sur la solution industrielle, c'est que finalement, on développe un procédé où on va limiter le nombre de pertes matières. Donc finalement, on a réfléchi notre espacement entre poutrelles pour éviter le nombre de pertes matières et avoir peu de découpes. La main-d'œuvre, on réfléchit à des assemblages où on va limiter les assemblages pour avoir vraiment réduire le coût de la prédale et pouvoir la mettre en œuvre sur des planchers substitués au béton armé. Et de la même manière, on réfléchit à un assemblage qui soit simple pour qu'on puisse le déployer plutôt dans plusieurs points en France et qui soit réplicable et utilisable par de nombreux compagnons d'usine. Ensuite, cette solution, finalement, on l'a adaptée vraiment pour qu'elle soit similaire au béton armé. Donc, le chantier va recevoir des prédales à l'identique des solutions béton. Donc, elles sont juste à la différence bâchées par rapport à des prédales béton. On a déployé du coup pour qu'elle soit adaptée toute une panel de sécurité pour poser ces prédales en phase chantier avec du coup un levage adapté, un support de garde-corps pour la pose en sécurité des compagnons. Et vous avez ici quelques photos du coup de la pose où on vient poser les prédales les unes après les autres sur les différents supports d'appui. Et la dernière étape, une fois qu'on a finalement posé toutes les prédales, on vient retirer la bâche, ferrailler et couler. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à avoir des temps unitaires, même mieux que finalement de la prédale béton, parce que les éléments sont beaucoup plus légers et donc vont être facilement posables. Dernier enjeu, c'est effectivement le coût carbone de notre solution. Donc finalement, une fois qu'on avait réalisé travailler tous nos verrous techniques, on a pu calculer le coût carbone de notre solution donc par le biais d'une FDES. Donc environ, on est à 15 kg de CO2 par mètre carré. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de vous le comparer aux solutions classiques. Donc une dalle béton armée de 20 cm va faire 50 kg. On a des planchers bois béton, donc globalement, on est à peu près identique au plancher bois béton. Et effectivement, les planchers CLT sont beaucoup moins carbonés, mais ils vont forcément nécessiter une chape et un faux plafond. Quand finalement, le plancher bois béton, comme on l'a vu par exemple pour du logement, c'est juste une chape ou un faux plafond. Ce qui est intéressant, c'est après derrière de mettre ça croisé en coût économique et de trouver le bon ratio entre le carbone et l'économie. Et c'est là où on va avoir pour ambition de réduire le coût de notre plancher bois béton, mais d'augmenter son carbone, donc avec potentiellement intégration d'isolants biosourcés à terme. Pour conclure, avant de montrer quelques photos chantier, notre procédé nécessitait une certification en France par le biais de ce qu'on appelle des ATEX. Donc le dossier d'ATEX, c'est finalement un dossier technique qui va reprendre toutes les justifications que je vous ai présentées, à la fois sur la structure, le feu, l'acoustique, mais aussi la fabrication et la phase chantier. Et donc c'est énormément de rapports
qui vont condenser toutes nos recherches du coup pendant ces 3 années. Et donc on a déposé le dossier l'année dernière. On a eu un ATEX donc, qui nous permet l'application de ce plancher bois-béton pendant 2 ans, où on a validé finalement un domaine d'emploi, donc bureau-logement. Ce qui est assez intéressant, c'est que le plancher avec sa dalle de béton fait office de diaphragme et donc peut être mis en place sur des projets sismiques. L'application en toiture terrasse, donc je passe là-dessus. Pour conclure, je vous présente juste quelques photos d'application et les projets sur lesquels on arrive bien à appliquer actuellement le plancher bois-béton. Donc, on construit beaucoup de bureaux pour des plateformes logistiques au sein de l'entreprise et on vise des seuils. Ces bureaux, on demande de seuil carbone niveau 2025 plus un label biosourcé. Donc, finalement, on construit le plancher intermédiaire en plancher bois-béton posé sur du mur ossature bois et un noyau béton au milieu pour assurer le contreventement. On a fait déjà 6 projets comme ça, donc ce n'est pas des grandes surfaces, mais petit à petit, on fait de plus en plus grand. Donc voilà, donc globalement, actuellement, là, on chiffre des projets plutôt de groupes scolaires, mais le système constructif là, sur les bureaux fonctionne bien avec du MOB et du plancher bois-béton. Et donc, en conclusion, je vous ai présenté finalement notre solution de plancher bois-béton qu'on a développée. On a, du coup, on a mis quasiment 3 ans avant de l'appliquer sur un premier chantier, puisqu'on l'a développé en 2020 et les premiers chantiers étaient 2023, donc avec la validation structurelle, acoustique et incendie. On a eu un gros travail l'année dernière pour effectivement la certification, donc compiler toutes ces justifications. Et ce qui est très intéressant, c'est que avec le retour de plusieurs applications sur chantier, on a pu commencer vraiment à réduire nos coûts de prédale et l'optimiser pour qu'elle soit vraiment efficiente pour des compagnons gros œuvres. Et donc en perspective, l'ambition c'est vraiment d'arriver à trouver un plancher de logement, puisque vraiment une vraie volonté de pouvoir appliquer ce plancher bois-béton en logement. On travaille vraiment cette solution, comme je vous disais, d'appui pour réduire les coûts de cornières, de muralières qui ont un coût important finalement à l'échelle du plancher. Avec du recul et depuis qu'on a fait notre FDES, l'isolant qui était là plutôt pour éviter la quantité de béton, et l'isolant nous pèse énormément quand même en carbone. Donc on est en train de travailler une solution alternative. On réfléchit aussi à qualifier la continuité de ces planchers en termes de structure, puisque pour l'instant on fait que de l'isostatique, mais on a souvent des grands plateaux de bureaux, donc on pourrait profiter de la continuité, puisque comme je vous le disais, les problématiques sont souvent nos problématiques de flèches, et donc la continuité pourrait nous faire gagner en flèches. Je vous remercie de votre attention. T'as vu, hein? USB quelque part. Comme ça. Ouais. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui? Ouais. Alors désolé pour les personnes à distance, mais apparemment il y a plus la technique pour que je puisse partager mon écran. Donc on partagera les slides a posteriori. Donc bonjour à tous, Arnaud Pinard. Je prends la parole maintenant plus pour vous présenter en fait des retours sur 3 réalisations récentes du bureau qui font appel effectivement à une mixité bois-béton sous des formes assez diverses, parfois assez éloignées de ce que Clémence vient de présenter, mais qui effectivement font toujours intervenir cette mixité qui est intéressante.
Des chantiers qui sont effectivement terminés ou quasi, qui sont en cours et un chantier qui va bientôt démarrer. On va commencer par ce projet d'une salle de sport à Paris, projet qu'on appelait CEMAPA mais qui s'appelle le Centre sportif Suzanne Liébrard, Paris 12e, vraiment le long du périphérique. Projet qui est une émanation en fait du Grand Paris Express. Voilà. Je passe vite sur la maquette, on va essayer d'aller assez rapidement. Donc, dossier pour lequel en fait, on fait des études d'exécution. Nous ne sommes pas auteurs de projet, mais on fait toutes les études d'exécution pour l'entreprise qui fabrique. Et donc, nous étudions ces magnifiques façades en épines en bois, les coursives, et puis toute la structure qui est derrière, les façades en ossature bois, qui ne sont pas portantes ici, les stries qui sont dans les façades, et des planchers, qui sont justement les planchers qui vont nous intéresser. Voici une petite coupe transversale dans le bâtiment. Plancher d'une portée de 17 mètres à peu près. Il s'agit de salles de sport, donc des portées assez conséquentes. Des poutres tous les 2 mètres à peu près. Des beaux bébés, hein, clairement, 30 cm de large, 1,50 m de haut. Avec la finition et tout ce qu'il faut pour les performances du plancher, on arrive à peu près à ma taille, 1,80 m. Donc un certain encombrement. Une dalle en béton qui fait un petit 18 cm et alors une toiture qui est en CLT, on ne va pas en discuter aujourd'hui. Alors, on remarque de sympathiques petites découpes sur appui, hein, on apprécie toujours ça qu'on aille entailler des poutres à proximité de la zone où on a le plus d'efforts tranchants. On verra en fait c'est pas vraiment problématique ici parce que c'est pas ça qui dimensionne le plus. Et alors effectivement une connexion mixte réalisée au moyen de connecteurs SBB qui ont un avis technique et tout ce qui va bien, parce que je rappelle effectivement, on est en France et donc on ne fait pas ce qu'on veut exactement. Alors, je vais faire un petit écart pour vous parler de connecteurs métalliques. Clémence a parlé de connexions par engravure qui sont effectivement assez intéressantes, ne serait-ce que parce qu'on a l'impression qu'on est quand même sur des systèmes qui seront plus facilement démontables. À quoi est-ce qu'ils servent? Deux cas, on a une poutre, enfin deux poutres qui sont une superposition de deux éléments. On les charge, et bien dans le cas de gauche, elles fonctionnent de manière totalement individuelle, séparée. Et puis dans le cas de droite, on a réussi à créer cette mixité, cette collaboration entre les deux matériaux. C'est ça qui nous occupe. Alors à mixité, on est à Liège, Université de Liège, construction métallique et mixte, on connaît bien. C'est facile, on va faire des goujons connecteurs. Alors fatalement, les premiers goujons système de connexion qui voient le jour pour la construction mixte bois-béton sont vraiment une émanation de ces systèmes qu'on utilisait pour la construction métallique. Sauf que fatalement, ça marche un peu moins bien a priori. Et donc on réfléchi, c'est pas soudé directement sur le bois, c'est pas grave. On va ajouter une petite platine, hein, c'est facile, une platine, et on va visser la platine. Et on aura un connecteur bois-béton, un des premiers systèmes commerciaux mis sur le marché, mais évidemment qui sont vraiment purement une émanation de la construction métallique. Alors, le processus s'affine un petit peu, on enlève les vis qui sont en trop, hein. Mais on a toujours un système d'un connecteur qui est vertical par rapport à la poutre en bois. Alors on va toujours plus loin, hein. On enlève la platine parce que c'est vrai que finalement elle ne sert pas à grand chose, on peut tout de suite faire la vis qui va bien, mais on continue à l'utiliser verticalement et c'est ce type de connecteur qui était utilisé dans le projet qui nous occupe ici, des connecteurs SBB, 2 x 43, notre externe nombre impair, par poutre, et ça donne ça quand c'est installé, hein. Donc on les met effectivement souvent sur place pour des questions de facilité de transport. C'est effectivement très chronophage et très coûteux. Mais ça fonctionne. Le problème, c'est que ces connecteurs en fait font travailler la vis en cisaillement perpendiculairement à son axe. C'est pas très efficace, c'est pas très raide, et en fait, on se situe dans une zone qui n'est ni dans la parfaite connexion à droite, ni dans la parfaite déconnexion à gauche. On est dans une sorte de ventre mou. Donc, on va essayer d'améliorer la raideur, et là, les fabricants de vis à bois se réveillent enfin et signalent qu'en fait, une vis en traction, ça marche très bien. C'est vachement plus raide en fait, c'est vachement moins coûteux parce qu'on en fabrique à l'appel. C'est de plus petit diamètre et en fait une vis de ce type-là est quasi aussi raide que les éléments que j'ai présentés juste avant. Alors on n'est pas aux valeurs des engravures, mais ceci commence à être assez sympathique. Alors effectivement, quand on met la table de compression pour un élément isostatique
En compression, ben, on tend les vis, et une vis en traction, c'est super raide. Donc ça marche très bien. Alors on commence à peaufiner le système, et parfois on va mettre les vis en coupe pour créer des petits systèmes de bielle qui se créent dans le bois, voire même des petites pièces métalliques embutées. Mais bon, voilà, on voit l'évolution des systèmes jusqu'à ce type de procédé qui est hyper coûteux, mais qui permet en fait de faire de la dalle préfabriquée, entièrement coulée hors site, et de venir, grâce à ces réservations qui sont coulées dans la dalle, venir a posteriori les visser sur chantier, ce qui rend le système complètement sec, mais très cher. Je reviens à notre projet, après ce petit intermède, donc la coupe transversale du bâtiment. Des planchers qui sont quand même solidement chargés. On est pas loin de la tonne du mètre carré quand on a mis tout ce qu'il faut pour l'acoustique, les équipements, les faux plafonds, etc. Et 500 kg du mètre carré parce que c'est une salle de sport. Alors, on l'a vu, on se situe quelque part dans le ventre mou entre cette parfaite connexion et cette parfaite déconnexion. Si on prend comme référentiel une déconnexion totale entre le bois et le béton, on prend un référentiel à 100, on aurait une connexion parfaite, on serait à 380. Et nous, on se situe vers 245 avec la connexion qui est mise en place et qui est celle qui est justement dimensionnée, on va dire. Alors l'intérêt, il est là en fait. C'est que grâce à cette connexion, en fait, on revient dans des domaines de fréquence du plancher qui sont de fréquences propres, de fréquences de vibration du plancher, qui viennent acceptables. On est au-dessus de la frontière fatidique des 4 Hz et demi, qui n'est pas une religion en soi, mais qui est quand même un critère, en tout cas ancien. Et qui était ici imposé. Et donc cette connexion en fait nous ramène, grâce à l'amélioration de la raideur de la poutre, dans un domaine qui est parfaitement acceptable. Alors je disais, les entailles sur appui ne sont pas problématiques. Effectivement, en fait, ce type de plancher est dimensionné essentiellement à l'ELU, en flexion dans le bois. La résistance à l'effort tranchant au niveau de l'appui, elle est très excédentaire. Donc le fait de créer cette entaille, c'est certainement pas souhaitable pour des effets de traction transversale, mais ça peut être géré autrement. Et donc ça ne posait pas de problème dans le cadre de ce projet. On n'a rien dans le béton, hein, on a 2 MPa dans le béton, c'est très fréquemment le cas, je ne sais pas ce que ça donne dans le bobet, mais on a vraiment des contraintes qui sont très faibles dans ce cas-ci, et une flèche nuisible qui reste acceptable. Au feu, vu la taille des sections, évidemment, il n'y a vraiment aucun souci. On va regarder dans l'autre sens le bâtiment pour pointer une petite spécificité des planchers de grande dimension comme celui-ci, et particulièrement dans le cas de structures en bois. Ça, c'est une élévation de la façade. On y devine en fait 2 noyaux en béton qui posaient aussi certains problèmes par rapport au comportement de la façade, mais ça, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur ce qu'il y a entre les 2 noyaux en béton, c'est-à-dire ce plancher, mais plus par rapport au comportement flexionnel de la dalle à proprement parler. Dalle qu'on aurait envie de calculer classiquement comme une dalle sur des appuis. Hein. Voilà, ça c'est facile. Ça prend 2 minutes de faire un petit modèle comme celui-là. Et on espère avoir un comportement magnifique comme celui-ci. Voilà, tout se passe bien. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ces poutres en bois, c'est plutôt des ressorts, et des ressorts qui sont fort souples. On l'a vu, le critère de flèche nuisible, donc la flèche qui est susceptible d'abîmer le carrelage, le faux plafond, les équipements, il est parfaitement respecté, mais la déformabilité de la poutre, elle est réelle, elle se déforme de presque de 7 cm entre le moment où on la pose et le moment où elle atteint sa position finale après fluage. Et donc, vu la faible distance entre poutres, quand on approche d'un point dur tel que le noyau en béton qui ne va pas bouger des masses, lui, ça peut éventuellement poser des problèmes. Parce qu'on va avoir une déformée qui aura plutôt cette allure-là, hein, pas un beau mouvement de corride qui suivrait une déformée cylindrique du plancher. Et donc dans la zone d'appui, là, fatalement, on a un effet ponctuel d'augmentation du moment qui est de l'ordre d'un facteur 10 ici. Donc c'est quand même assez pénalisant si on n'en tient pas compte. Alors pénalisant à l'ELU, c'est pas grave, hein, ça fissure et ça crée une rotule. Enfin, il convient quand même d'en tenir compte. Alors pourquoi est-ce que ça peut être problématique c'est typique à la construction du marché, mais c'est un marché avec des lots fort séparés. La structure bois, c'est un lot. La dalle béton, c'est un autre lot. Elle est étudiée par un autre bureau d'études et son ferraillage est étudié par un autre bureau d'études qui s'arrête juste à cette jonction-là. Et puis la suite du ferraillage est faite par le bureau d'études du gros œuvre.
Et donc, si jamais il y a quoi que ce soit comme petit souci à cet endroit-là, c'est parti pour l'embrouille, évidemment, parce que ce ne sera jamais la faute de quelqu'un. Donc, ce type de problème statique, en fait, n'est pas vraiment un problème de statique, c'est plus un problème de responsabilité en cas de problème. Et c'est pour ça que nous avons pris le choix de le mettre en évidence très tôt. Quelques photos sympathiques pour montrer comme c'est beau les structures en bois. Quelques ambiances intérieures, donc ça c'est l'état du chantier à peu près maintenant. Une vue de la structure avant qu'elle ne soit camouflée par la façade, et ça c'est une vue de la webcam aujourd'hui en début d'après-midi. Donc vous voyez, c'est quasi terminé. Premier projet. Deuxième projet, cette fois-ci on est au Luxembourg. Projet Roots, dont on parle très souvent, on en a très souvent parlé, et enfin elle se construit ce projet. Belleval, avec Artenbild comme architecte. Un gros complexe. Je m'interromps une seconde pour répondre à Vincent de Noël qui nous écoute à distance. Je ne suis pas capable de partager la présentation parce que je n'ai pas les droits pour le faire. Voilà. Donc, gros bâtiment qui regroupe plein de fonctions comme on aime bien le faire maintenant. Hein. Un socle de parking, des affectations commerciales, du logement, du bureau. Et nous, on va se concentrer sur une zone en particulier, dont voici la coupe. Coupe relativement simple, hein, donc des appuis sur les façades, 2 fils intermédiaires. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment cet appui du plancher sur une poutre en béton. Voilà, cette fameuse mixité, on y arrive. On a un système en fait très spécifique ici de plancher en CLT appuyé sur des poutres en béton préfabriquées. C'est une solution qui a été adoptée pour ce bâtiment et qui n'a pas été adoptée dans d'autres parties du même projet dont l'affectation n'était pas la même. Alors la coupe de gauche, c'est une coupe dans une zone de bureau où en fait les planchers bois restent apparents. La coupe de droite, on est dans une zone de logement et pour des questions d'incendie, les planchers bois devaient être cachés. Et donc cette solution volontaire de choisir des solutions bas carbone avec des planchers bois trouve des concrétisations un peu directes, un peu différentes en fonction des applications et des usages qui sont faits des locaux. Alors ça a d'autres implications. Parce que dans un cas, la poutre métallique, on l'a remontée dans le plancher, elle interrompt le plancher CLT, qui devient donc un plancher isostatique, on a 3 travées discontinues. Dans le cas de la poutre en béton préfabriqué, on l'a placée sous le plancher en bois et on a donc pu optimiser l'épaisseur de ce plancher. Plancher qui est effectivement aussi fort tributaire d'une vérification à la flèche. Donc on voit qu'on arrive dans les deux cas pile poil à la bonne limite. C'est bien, on a bien travaillé. Mais grâce à la continuité, évidemment, on réduit les moments de flexion de manière significative. Et donc on a pu gagner une belle quantité de bois sur l'épaisseur du plancher. À gauche, le CLT il fait 22 cm, c'est énorme. C'est probablement une zone où on est à la limite du raisonnable. À droite, l'épaisseur est de 18 cm seulement. Alors, juste pour la blague, cette solution a aussi des répercussions sur la circulation des techniques. Dans le cas de gauche, donc application bureau, les techniques restent apparentes, on peut facilement passer sous les poutres. Dans le cas de droite, ça passe moins bien, évidemment. Dès qu'on a une gaine un peu conséquente, on sent bien que la poutre en béton, il n'en reste plus grand-chose. Et donc, voilà le type de détail auquel on arrive. Alors, je ne vous cache pas que, pour l'expliquer aux pompiers qu'on est bien dans le bon compartiment, c'est pas nécessairement simple. Mais ça permet effectivement de limiter en fait, l'encombrement global du plancher, des techniques qui viennent l'équiper par après, dans cette application de logement où, je le répète, on ne verra rien de la structure en bois. Je vais très vite. Oui. Dernière référence, donc Clémence le signalait, beaucoup de centres scolaires qui se construisent en France pour le moment. On en a plusieurs à l'étude et ils se construisent souvent en bois effectivement et en bois béton. Ici, centre scolaire Joliot-Curie à Bagneux, donc c'est le sud de Paris, tout près de Montrouge. Et on va se concentrer en fait sur une salle de sport de nouveau, qui se situe donc dans ce nouveau centre scolaire qui vient d'être en partie rénové et qui est maintenant agrandi. Salle de sport qui,
dans le projet pour lequel nous devons réaliser de nouveau des études d'exécution, relativement compliquées. On ne va pas se mentir, on a une forêt de barres dans cette espèce de structure tridimensionnelle sous-tendue, donc des diagonales qui sont en bois lamelé collé tourné. Donc on part d'un tronc, on le découpe en planches, on les recolle ensemble et puis on le taille pour refaire un truc rond comme le tronc de départ. Je ne suis pas sûr qu'on est dans quelque chose de très optimum, mais c'est ce qui est prévu ici. Poutre en lamelé collé sous-tendu par des tirants métalliques. Et voici les plans qui nous sont soumis. On voit cette structure qui est très compliquée parce que le treillis est réellement tridimensionnel. La zone qui nous intéresse, en fait, c'est cette zone-là. La largeur du bâtiment, c'est de l'ordre de 24-25 mètres, il fait 44 mètres de long. Une trame qui est de l'ordre de 4 mètres 50. Et sur cette zone en orange, la dalle est une dalle en béton armé, sur pré-dalle, fait 16 cm au total. Le reste de la zone à gauche est un plancher CLT, là on est dans une salle de gymnastique. Cette dalle, pour des raisons propres au contexte parisien, est une salle de sport en fait. C'est une surface sportive qui est au-dessus d'une autre surface sportive, donc elle est quand même assez lourdement sollicitée. On a de nouveau un complexe de plancher relativement lourd, 750 km², 500 kg de charge d'exploitation. En coupe transversale, on retrouve cette structure sous-tendue, une dalle béton qui, dans le projet de base, n'est pas connectée. On en reparlera un peu plus tard sur les raisons de cette non-connexion. Pas connectée, donc elle glisse réellement sur une structure en bois sous-tendue par un tirant en acier. Voilà un peu les niveaux de complexité de la structure, avec beaucoup de joints de construction dont on ne comprend pas nécessairement leur nécessité, et oui, une complexité géométrique certaine. Alors, l'intérêt de faire des études d'exécution dans ce contexte-là, c'est que en fait, on refait pas mal de conceptions, surtout comme c'est le cas ici, quand on a un interlocuteur, en l'occurrence Sylva Consult, un bureau français, qui est vraiment ouvert à la discussion et les architectes qui le sont également. Donc on peut réellement se lancer dans pas mal d'optimisation dans cette phase de chantier qui est une phase d'exécution, parce qu'en fait, c'est fait, on va le construire, donc on est en train de décider réellement ce qu'il y aura devant nous, et on n'est plus en train de réfléchir à des contextes contractuels. Piste d'optimisation que nous allons nous empresser de mettre en œuvre. La première, c'est qu'en fait, on va fortement simplifier la géométrie des treillis qui sont perpendiculaires à la petite portée de la salle, puisqu'effectivement, la salle fait 24 mètres par 44, elle porte sur 24 mètres plutôt. Ce qui est dans l'autre sens sert à répartir des charges, à uniformiser des chargements sur les poutres, mais on sait gérer par ailleurs et avec des poutres qui sont nettement plus simples, et donc d'une structure tridimensionnelle, on revient à deux structures planes. On divise par 3 le nombre de barres pour la structure secondaire. Ce qui veut dire d'énormes gains également en termes d'assemblage, évidemment, en termes de kilos d'acier consommé. Juste pour illustrer la problématique, quand on fait des analyses totem sur des structures, totem avec l'outil belge, dès qu'on intègre le poids des pièces métalliques dans la comparaison, en fait, on arrive très vite à des constats un peu amers, je ne vous le cache pas, qu'une structure bois n'est pas si bien environnementalement qu'on pourrait le penser, à cause de cet impact de la pièce métallique. Alors c'est un constat amer et en même temps c'est un défi, parce que ça veut dire que c'est là qu'il faut mettre l'énergie et que c'est là qu'il faut arriver à optimiser les choses, parce que c'est là en fait qu'on redonne à la structure bois sa noblesse et son avantage environnemental. On continue les optimisations. Donc, puisqu'on a une dalle qui est posée tous les 4 mètres, on ne voit pas très bien pourquoi on a besoin de poutres dans l'autre sens, donc on les supprime également. On avait un double quadrillage de poutres qui était un peu inutile et qui était aussi lié à la structure tridimensionnelle. Alors on simplifie aussi les tirants. Il y avait un double tirant pour des questions d'assemblage qui ne nous semblent pas pertinentes. On le remplace par un seul tirant qui est un tout petit peu plus léger. Bon, c'est pas là qu'on va sauver la planète, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors on se pose quelques questions géométriques pour un peu optimiser le dessin et peut-être le rendre un peu plus agréable aussi. Simplifier également les connexions, parce que les angles forts aigus pour assembler des barres si courtes, c'est vraiment pas intéressant. Alors on supprime des joints de construction,
On simplifie énormément les ferrures, ça je ne vais pas l'illustrer. Et évidemment, la dernière chose, c'est que, et alors là je reprends le croquis du collègue qui a eu cette brillante idée, on va se servir de cette dalle qui est là pour en fait soulager la membrure supérieure de cette poutre sous-tendue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a une sorte de double système porteur. Un système porteur principal qui est un système acier béton, constitué du tirant inférieur et de la dalle comprimée. Ce qui veut dire qu'on épure les choses d'une manière très spécifique aussi. On a un système qui s'apparente un peu à une poutre treillis qui est suspendue là-dessus. Et en fait, c'est un triple système parce qu'on a quand même cette espèce de membrure supérieure qui reste une poutre continue en bois lamelé collé. J'ai volontairement grossi sa section, mais évidemment, tout le but ici, ça va être de la soulager puisque la compression va être reprise par la dalle. On arrive à un schéma un peu compliqué, hein, mais en fait qui fonctionne vachement bien. Parce qu'en fait, on fait fonctionner les choses de manière un peu optimale. On a de l'acier qui est tendu, on a du bois qui est essentiellement fléchi dans la poutre, et une dalle en béton qui est quasi systématiquement, enfin qui est toujours comprimée dans cette direction. Et donc, au-delà de toutes ces premières optimisations que nous avions pu conduire, on va réduire les membrures supérieures. Donc, on gagne carrément 20% sur leur section. Alors, on gagne sur beaucoup de tableaux. Il y a un tableau sur lequel on perd, c'est qu'on a fortement assoupli la structure. Et donc, on est revenu à un domaine de fréquence propre du plancher qui est un peu problématique. On est à 3 Hz. Mais en fait, non, c'est pas problématique puisque les masses à mobiliser sont telles qu'en fait, on reste dans des critères de confort tout à fait acceptables. Vous voyez un petit point sur les graphes IVOS, je ne sais pas si vous connaissez ces graphes qui permettent d'évaluer le confort d'un plancher. Un graphe qui avait été mis au point au départ pour la construction métallique, mais qui s'applique parfaitement ici. En fait, on est dans la classe quasi la plus haute, et en fait, le mode qui est représenté là, c'est le 5e mode, je crois. En fait, tous les autres modes sont complètement à droite, hors du graphique, tellement les masses sont énormes. Donc, en fait, en termes de confort, on est tout à fait dans les clous. Et heureusement pour nous, dans le cadre de ce marché, il n'y avait pas ce critère de fréquence à 4 Hz et demi qui aurait pu être un peu problématique. Alors, heureusement pour nous, non, parce qu'en fait, dès le départ, la structure originelle, sans la collaboration du béton, était plutôt à 4,2 Hz. Donc, on a un peu aggravé les choses, mais on n'y était quand même pas. Juste un petit coup d'œil à quelques détails de connexion. Vous l'avez vu, une partie du bâtiment fait appel à une dalle en béton armé. Une partie du bâtiment fait appel à du CLT. Dans la zone avec le CLT, on n'a pas fait le choix de rendre le CLT collaborant en compression. Ça n'avait pas vraiment de sens. Tant plus que dans cette zone, on avait plus d'auteur libre, donc ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ça nous permet d'illustrer en fait les deux types de nœuds. À gauche, le cas où on n'a pas la dalle collaborante et où on est épuré classiquement sur l'axe de la poutre. À droite, le cas où on a la dalle collaborante et où on amène l'axe de compression pile poil dans cette dalle. Des épures, tout ce qui est de plus classique. Et une pièce de connexion qui va mobiliser tout bêtement une butée contre la dalle pour introduire cet effort de compression qui est assez conséquent, qui en zone courante de la dalle va donner de l'ordre de 2,5 MPa, un peu comme pour l'autre projet. Donc on n'est certainement pas dans des zones problématiques. Au niveau de la connexion et de l'introduction de l'effort, évidemment, on a un peu plus, 4-5 fois plus, mais on est totalement dans les clous. Alors, je vais anticiper 2 questions et puis j'en resterai là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas rendu l'ensemble complètement mixte? Flemme. Non, c'est pas vrai. C'est parce que en fait, le gain matière était vraiment marginal. L'hyperstaticité qu'on aurait créée dans cette poutre pouvait éventuellement poser problème dans la matrice qu'on avait de la répartition des efforts. On avait en fait une interaction qui était plus forte entre les deux systèmes porteurs, et notamment en termes d'effets différés combinés fluage béton, fluage du bois. Et le fait de ne pas rendre cette structure complètement collaborante la rendait plus souple et donc nous permettait certaines possibilités de réglage plus larges qu'on ne les aurait eues dans le cas d'une structure mixte.
Il y a un dernier avantage que je n'ai même pas mis sur le slide, qui est les questions de prix, évidemment, puisque ces connecteurs coûtent bonbon. Alors, ça c'est plus pour rendre hommage au bureau qui a fait le DCE. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas mixte d'origine, cette structure? Et ben, de nouveau, c'est purement pour des questions contractuelles. Parce qu'en fait, on crée une interface entre un lot bois, qui s'arrête à la face supérieure de la poutre en bois, et un lot béton qui commence à la face inférieure de la dalle en béton. Et cette connexion entre les deux, en fait, crée une interface très délicate à gérer, parce que prédalle, parce que comment est-ce qu'on gère les joints, parce que et s'il y a un problème, c'est la faute à qui. Et donc clairement, ce qui nous a été expliqué, c'est que la solution mixte avait été identifiée comme pertinente, intéressante, mais était trop compliquée contractuellement pour être prévue dès le départ, dans un contexte de marché à l'eau séparé comme celui-ci. Voilà. Je pense que j'ai été aussi vite que possible. Et j'en ai fini ici. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci à Clémence. Je pense qu'on a quelques minutes pour questions, pendant 10 minutes, 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Sinon, je peux commencer avec une question pour Clémence. La résistance au feu au niveau des puits, est-ce que vous avez étudié la résistance des puits de votre système d'eau? Pas encore. On a attendu du coup de faire les essais. Sur l'essai qu'on a fait actuellement, on a calculé les appuis, on a protégé les appuis. Et du coup, on attend de faire les essais à froid pour valider le comportement pour après faire à chaud. Mais avec la dalle de béton de 10 cm, globalement, on n'a pas d'inquiétude. J'ai vu quelques cas similaires où il y a pénétration de température très haute au-dessus de partie métallique. Mais oui, c'est intéressant à voir votre résultat pour tout ça. Quel type de bois utilisez-vous? C'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'est du bois massif, c'est 2 éléments de bois qui sont collés. 2 éléments de bois massifs collés en fait. On pourrait utiliser des lamellés collés. C'est du bois local? C'est de l'épicéa. Actuellement, il y a très peu de fournisseurs français, mais de plus en plus, la filière se met en marche en France en tout cas. Et pour l'instant, c'est du bois du Nord. Il n'y a pas de... Une question, parce que je n'y connais rien là-dedans. Du bois exotique, beaucoup plus dur, a-t-il une meilleure résistance au feu que le bois local? De l'adobé, de la céruléa, peut-être que ce bois exotique. Je pense que les vitesses de combustion sont un peu différentes. Ouais, je pense, mais je pense qu'en termes de coût, on s'y retrouvera pas par rapport à du bois massif ou la mêlée collée. Il y a une vraie différence de coût, pour le coup, très très importante. Comme c'est une lamellée collée, le talon inférieur pourrait être en bois dur et plus résistant au feu. C'est vrai. On pourrait effectivement travailler une lamelle différente. Après, c'est sur le système de colle. Là, pour le coup, d'avoir deux matériaux identiques, on se pose moins la question. Mais ça pourrait être des pistes, effectivement. Le collage de bois très dur avec les colles usuelles est assez compliqué en fait. Il y a une vingtaine d'années, on avait réalisé des essais de collage d'épicéa avec, je ne sais plus quelle essence exotique, pour fabriquer des profilés de châssis qui se voulaient économiques parce qu'en fait on utilisait du bois très mauvais sur la face pas vue et du bois très beau sur la face vue. Ce qui était un peu caché les problèmes. Et des collages avec les colles polyuréthane qu'on utilisait à l'époque n'étaient vraiment pas évidents. Ça c'est une chose. Alors le coût, clairement, c'est rédhibitoire.
Et alors environnementalement, ça va probablement tuer ton bilan. Ouais, Comment réalisez-vous la période de la connexion? ça c'est une machine-outil qui vient avec un petit... lorsqu'on met la poutre, l'âme de la poutre, c'est une paille qui vient faire le... Donc on a un gain à aller optimiser la résistance de la connexion, parce que moins on va en mettre, moins on va avoir de tresse, de temps de tresse, quoi. Moi, j'avais une question sur comment est-ce que vous gérez la captation de l'humidité relative, notamment sur les villages pour l'environnement de la presse, notamment pour les bois, de changer éventuellement la protection Alors, on a fait énormément de tests au coulage pour vérifier effectivement. On n'a pas tant de prise en humidité du bois, parce que la prise du béton est assez rapide. Et il y a d'autres recherches aussi, beaucoup, par exemple, le béton change, mais pareil qu'il y a beaucoup d'humidité qui tourne autour du bois. Et en fait, finalement, le béton étant passif, enfin, protège, enfin, il y a une sorte de couche qui vient protéger finalement le bois. Et donc, on va pas forcément moins de sujets. une solution adaptée, aussi efficace en zone humide, comme ici, ce genre de choses, pas plutôt salle de bain, on mettra de toute manière toujours un feu plafond pour éviter quand même les problématiques d'humidité. Et après, on n'ira pas vers des locaux très humides. Pour l'instant, on n'a pas justifié dans les locaux très humides, on a resté en classe 1 et humidité contrôlée classique. Il faudrait qu'on nécessite plus d'études, beaucoup plus d'investissement. En fait, des fois dans les systèmes de connecteurs, on met la bâche, mais en fait, on a trouvé la bâche pour mettre le connecteur. Donc, finalement, on est parti du principe, nous aussi, que finalement, la bâche, je ne sais même plus celle qui encore Pas systématiquement. pas systématiquement. Et on a effectivement suivi la teneur en eau à la suite, ou même après coup, on est venu regarder, dans nos essais, on a découpé nos spécimens pour prendre en compte la teneur en eau sur le bois. On n'avait pas un pic énorme de teneur en eau. La prise du béton, c'était tellement rapidement que... Il y a des cas où on prévoit aussi des protections type bâche ou par pli provisoire, plus pour des questions d'esthétique finale du plancher, pour éviter d'écouler au moment de l'exécution. autre question. Bonjour, merci pour vos présentations intéressantes. La solution devait être mentionnée que les producteurs dans les recommandations de faire un central. Donc, il n'avait pas donné la notion de faire de les aspects de démontabilité, de l'environnement risque. Est-ce que c'est quelque chose que vous devez quand même donner dans les mais il y a effectivement, pour le coût carbone, on est obligé effectivement en France, les FDS, tout ce qui est déclaration environnementale, on est obligé de déclarer un scénario de point de vue. On n'a pas forcément le choix, on doit considérer qu'on va démonter le plancher bois béton et on doit suivre les scénarios de point de vue classiques donnés par les planchers, l'IS qui est l'entité qui fait les FDS. Donc finalement, on va suivre des scénarios classiques, donc granularité. Ce qui compte dans notre cas, c'est les granularités, le fin de vie du bois classique, donc réparti entre 67%, 30% qui va être stocké par de l'OSB, etc. Mais c'est quelque chose qu'on réfléchit. On avait envie de pousser effectivement de retravailler plutôt la démontabilité pour réemployer la dalle, parce que finalement, on peut aussi revenir scier nos pédales et avoir une jonction d'appui. Ça fait partie de nos réflexions qu'on aimerait pour démonter et retravailler un appui, puisque finalement, pour revenir repositionner et avoir juste une travée de claptage entre deux pédales. Et on ne peut pas les valoriser actuellement. Très contraint dans le calcul FDES. Ce pas des choses qu'on peut valoriser tant qu'on ne l'a pas éprouvé sur un chantier. Pour avoir démonté un de nos projets pour arriver à justifier.
Mais ça fait vraiment partie des choses qu'on veut mener effectivement, de pouvoir travailler la démontabilité complète, du coup pour démonter nos prédales et pouvoir les réutiliser. Merci. Ok, une dernière question. Oui. On a une chaire avec l'INSA de Rennes, qui est un labo à Rennes, et on est financé par l'ANR. On a été financé par l'ANR sur la thèse. La thèse c'était vraiment sur le fluage. Après on aurait pu faire des thèses autres sur d'autres projets, mais c'est parce qu'on avait vraiment ce sujet-là qui était possible de bien mener sur 3 ans. Donc on essaye de chercher des financements effectivement à chaque fois. Très bien, merci. Je vous propose d'être ici et encore une fois, merci beaucoup pour votre présentation. Et comme d'habitude, je vous invite à prendre un verre avec nous et avec nous. Merci Arnaud. Avec plaisir.